Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais mis une boîte à questions le 9 mai et vous avez été assez nombreuses à m'y poser vos questions, à me demander un petit peu des choses à la fois personnelles, à la fois sur des sujets un petit peu plus un peu plus généraux. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde malheureusement, mais en tout cas j'ai noté déjà un certain nombre de questions et je vais essayer d'y répondre sans être trop longue et en essayant de respecter à peu près le temps que je mets dans mes podcasts, parce que vous me connaissez, je suis très bavarde et si je ne me mets pas de limite, dans ces cas-là, je parle et je parle sans m'arrêter. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, parce que c'est vrai que j'ai juste fait la boîte à questions sur Instagram, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout simplement et je pourrais faire un deuxième épisode entre guillemets. J'essaye toujours de répondre au maximum à vos commentaires, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout en ce moment avec voilà, j'ai pas mal de choses côté boulot, côté sortie de la nouvelle collection, etc. Mais j'essaye de tous vous lire en tout cas et de répondre au maximum. Comme d'habitude, vous avez en barre d'infos pas mal de liens vers mes réseaux sociaux, vers la boutique également avec la nouvelle collection qui sort bientôt, et également le lien pour vous abonner à la newsletter et avoir du contenu exclusif, notamment voilà, je donne souvent des infos en avant-première sur la collection, sur les dates de sortie, sur les codes promo, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Alors pour commencer, je vais commencer par une question toute gentille. Merci à la personne qui me l'a posée et qui me demande comment je vais et comment je fais pour gérer tout de front. Alors je vais bien, merci beaucoup. Comme je disais, je suis un petit peu sous l'eau en ce moment à cause de tout simplement côté professionnel et côté femme à part également. C'est un petit peu le rush, mais en même temps j'aime beaucoup ce que je fais, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai que pour femme à part, quand il faut tout gérer de front, les sorties de collection, les commentaires, les réseaux sociaux, le SAV pour la boutique, etc. Ça fait vraiment beaucoup de choses à faire, mais d'un autre côté, j'aime énormément ce que je fais. Donc j'avoue que j'ai de la chance. La difficulté, c'est d'avoir un travail à côté, mais je vous en reparlerai. En tout cas, je vais bien moralement, physiquement, je suis en bonne santé, donc vraiment je ne peux pas du tout me plaindre. Et pour ce qui est de gérer tout de front, et ben tout simplement c'est beaucoup d'organisation et beaucoup d'anticipation aussi. J'avais fait un podcast sur l'organisation, je me note de vous le mettre en barre d'infos, en lien. J'avais fait un podcast là-dessus et c'est vrai que vous apprendrez peut-être des choses qui vous aideront peut-être au quotidien, vraiment des astuces concrètes. J'avoue que j'ai un rythme assez intense, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, vraiment l'anticipation, la programmation de certaines choses, certaines routines aussi que je mets en place me permettent d'être la plus efficace possible, et surtout je m'efforce de garder toujours mon dimanche de libre. C'est vraiment le jour du Seigneur, le jour pendant lequel je ne travaille pas, vraiment à quelques exceptions près, mais même ne serait-ce que répondre à des commentaires, à des mails, etc. À moins que ça soit vraiment spécialement urgent, ce qui est plutôt rare, je ne réponds pas et j'essaye de ne rien faire à part aller à la messe, être en famille, me reposer et voilà, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça aide. Avoir un jour où vraiment on lâche tout, on fait une pause, on déconnecte, ça fait vraiment du bien, et surtout de ne pas avoir ces horaires de se dire zut, à telle heure je dois publier, attends je dois répondre à telle personne, je dois faire ci, je dois faire ça. Vraiment mentalement ça fait du bien de se laisser un peu aller, et puis comment je fais pour tout gérer de front, également je pense qu'il y a beaucoup la providence, le bon Dieu est là, les anges gardiens veillent aussi, le Saint-Esprit qui m'éclaire et pour toutes les décisions que je dois prendre. Et c'est beaucoup de travail de l'ombre. Là par exemple je suis en train, donc il y a la collection d'été qui va sortir incessamment sous peu, et si vous voulez, la collection d'hiver est déjà en route, le tissu est déjà commandé et l'atelier est déjà en train de travailler sur les patrons et les gradations de la collection d'hiver, et d'ici 15 jours je commencerai à travailler également sur la collection d'été 2023. Donc vous voyez, c'est énormément d'anticipation, c'est des choses dont vous doutez pas forcément, et c'est vrai que c'était pas simple de
de lancer ce projet femme à part, sachant que je n'ai aucune formation dans le domaine du prêt-à-porter, ni de la mode, ni du stylisme, ni quoi que ce soit. Et quand je vois que ça marche super bien, c'est la plus belle des récompenses. Et surtout quand je vois que vous êtes contente, que ça vous rend service et que vous êtes toujours au rendez-vous pour les sorties de collection, c'est sûr que ça m'encourage à continuer. Et c'est ce genre de choses qui fait qu'après on a envie de continuer, ça nous donne des ailes et ça nous aide au quotidien justement à tout mener de front. Et puis au contraire, la moindre critique peut aussi beaucoup nous ébranler, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. On m'a demandé, est-ce que les femmes de votre famille adoptent la même idéologie vestimentaire? J'ai trouvé ça super drôle, la formulation idéologie vestimentaire. Je pense pas que ça soit un mot adapté, même si je comprends ce qui est derrière, ce qui se cache derrière cette question. Mais si vous voulez dire par là que les femmes de ma famille s'habillent également de façon féminine, élégante et décente, dans ces cas-là, oui, ma famille proche en tout cas, c'est-à-dire ma sœur et ma maman. Et au niveau de la famille un peu plus élargie, en fait ça dépend des personnes tout simplement. Il y en a plutôt peu je dirais, mais certaines oui. Et en tout cas j'en avais parlé, pareil je me note de vous le mettre en barre d'infos le lien de ce podcast là. Je vous avais parlé dans un podcast qui s'intitulait ce que je souhaite transmettre à ma fille. Je vous avais parlé justement aussi de ce que j'avais reçu dans mon éducation par rapport à ça. Ou c'était peut-être dans le podcast sur mon parcours vestimentaire. Je vous mettrai les deux parce que je sais plus dans lequel j'en parle. Et effectivement, je disais que c'est par ma maman notamment, mon papa aussi, mais que j'avais reçu toutes ces valeurs de décence, même si l'application n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai entendu parler pendant toute mon enfance, mon adolescence, de décence, de féminité, donc c'était pas des concepts qui étaient complètement étrangers pour moi. Et donc voilà, peut-être que ça m'a aidé à me mettre sur les rails aussi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'essaye de convaincre, pas de convaincre personne, mais au sein de ma famille par exemple, j'ai jamais essayé de faire de convaincre, de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Quand on me demande des conseils, quand on me pose des questions, bien sûr j'y réponds, j'essaye toujours de faire ça de façon appropriée, mais c'est pas quelque chose, ça va pas être mon cheval de bataille au quotidien. Je pense que beaucoup s'imaginent que je suis en train de toujours dévisager, analyser, regarder de bas en haut, juger les personnes sur leur apparence et sur leur tenue vestimentaire, mais vraiment pas du tout. Bien sûr ce sujet me passionne, donc j'observe ce qui se passe autour de moi et ça me permet toujours d'apprendre pas mal de choses, mais ce que je veux dire c'est que je ne suis pas là en train de crier sur les gens, de les juger ou de les sortir de ma vie parce qu'ils s'habillent pas de la même façon que moi par exemple, vraiment pas du tout. Donc j'ai beaucoup d'amis qui savent que je m'occupe de femme à part, qui n'ont pas du tout la même opinion que moi sur le sujet, même si elles soutiennent mon travail, et voilà, ça n'empêche pas du tout, et c'est très bien comme ça. Et voilà, l'apostolat se fait aussi autrement. Et d'ailleurs, même sans faire spécialement d'apologétique en permanence, sans être toujours en train de lancer de grands débats, finalement, la façon de s'habiller, je pense, la cohérence entre l'attitude intérieure, l'attitude extérieure, la modestie que l'on prône dans le vêtement, la féminité, mais aussi la mise en application qu'on fait dans sa propre vie et la façon dont on va agir avec les autres. Je pense que parfois le travail se fait de façon peut-être un peu plus lente par rapport aux autres personnes, mais il y a toujours un impact. Et c'est vrai que moi je suis toujours ravie quand j'ai des amis qui me disent « Ah ça y est, j'ai acheté une robe » ou qui achètent des robes de ma collection et voilà, alors qu'elle ne porte pas de robe habituellement. C'est vrai que c'est toujours très gratifiant, mais voilà, selon les personnes, il faut savoir, je pense aussi, adapter la façon de parler de ces sujets-là. En tout cas, voilà, je me suis un peu éloignée de la question, mais par rapport à ma famille, oui, on a un petit noyau, un noyau dur entre guillemets qui pense la même chose. Après, famille élargie, non, et les amis, ça dépend vraiment. J'ai des amis qui ont tout à fait les mêmes idées que moi et c'est très agréable, d'autres pas du tout, et voilà, on arrive quand même à cohabiter entre guillemets. Alors, une autre question sur le voile à la messe. Pourquoi faut-il mettre un voile à la messe? Alors pareil, comme j'ai pas vraiment le temps de répondre à toutes les questions, c'était juste pour réévoquer ce sujet en vous disant que j'avais fait vraiment plusieurs articles, plusieurs podcasts à ce sujet. Donc je vais pas revenir vous redonner les arguments, etc. La première chose, c'est parce que l'Église le demande, hein, c'est ce qui me paraît peut-être le plus simple. Après, je comprends très bien les gens qui ont besoin de comprendre
comprendre en fait ce qui est derrière. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on nous dit c'est la loi, tu fais comme ça, ou c'est la règle, c'est comme ça. C'est une chose, il faut aussi apprendre à obéir, à se soumettre, etc. à ces lois-là de l'Église. Mais je comprends très bien les personnes qui ont aussi besoin vraiment de comprendre, d'approfondir. C'est ce que je racontais d'ailleurs dans le podcast sur mon parcours vestimentaire. C'est vraiment une des choses, j'ai d'abord mis en application de façon un peu bête et méchante, entre guillemets, mais après je sentais que j'avais vraiment besoin de comprendre, d'analyser pour pouvoir persévérer en fait sur cette voie-là et pas juste bêtement appliquer sans comprendre et du coup risquer au bout d'un moment de tout envoyer valser, de ne même pas être capable de justifier mes choix auprès d'autrui. Enfin voilà, du coup ça je ne voulais surtout pas ça. Donc pour le voile, je comprends très bien que entre guillemets la loi de l'église, enfin c'est pas que la loi de l'église ne suffit pas, mais je comprends très bien que voilà, qu'il y ait des personnes qui aient besoin de plus d'explications, de réfléchir en profondeur. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller écouter tout simplement et lire tous les podcasts, les articles que j'ai fait à ce sujet. C'est quand même assez riche sur le blog, je l'ai fait de plusieurs points de vue également, donc je pense que vraiment ça peut vous aider. Puis après écoutez, priez le Saint-Esprit qui vous éclaire et qui vous aide aussi à mettre ça en pratique. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient sauté le pas et qu'à la messe désormais elles mettaient une mantille, un voile ou un chapeau, et que voilà, que ça n'avait pas forcément été une étape facile, surtout du point de vue de l'humilité en fait, mais que finalement elles ne revenaient pas en arrière et qu'elles étaient ravies d'avoir réussi à franchir le pas. Donc n'hésitez pas à vous renseigner encore plus avec tous les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez également des mantilles maintenant qui sont vendues sur la boutique pour aider celles justement qui cherchent à se couvrir la tête à l'église. Donc n'hésitez pas à regarder également le lien en barre d'infos. Voilà pour ce que je pouvais dire sur cette question-là. La question suivante je vais y répondre très rapidement. Êtes-vous mariée ? Non, je ne suis pas mariée. Peut-on être élégante dans des baskets de ville ? Peut-on être vraiment élégante dans des baskets de ville ? Alors l'élégance, pareil, c'est une notion dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Anne Nagas aussi en parle très bien sur son blog Apprendre les bonnes manières et sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, je pense que vous la connaissez tous, mais je vais quand même vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir si vous ne connaissez pas. Vous pouvez taper élégance par exemple dans la barre de recherche de sa chaîne et vous trouverez toutes les explications nécessaires à ce sujet. L'élégance, ça n'est pas un synonyme de beauté, ça n'est pas un synonyme de mignonne, ça n'est pas un synonyme de féminité. Vraiment l'élégance, c'est un concept, j'allais dire, à part entière, et on n'est pas ça dépend de votre vie, de votre âge, de votre statut, de votre activité professionnelle, de vos activités quotidiennes. On n'est pas forcément obligé d'être élégante en permanence. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être élégante quand vous allez faire du sport, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'être élégante quand vous partez en randonnée. Vous pouvez, si vous choisissez de le faire. Mais, vous voyez, l'élégance, il faut aussi savoir l'adapter au contexte dans lequel on est. Vous êtes, par exemple, en train de vivre des vacances paisibles en famille, je sais pas, à la montagne, tout le monde est là, c'est l'été, on vit pieds nus et on met une petite robe légère et voilà. Ça n'empêche pas de rester féminine, de rester décente, etc. Est-ce qu'on va être vraiment au top de l'élégance ? Pas forcément. Est-ce que c'est nécessaire quand on est en famille, comme ça, dans un contexte de relaxation, de vacances ? Bon, je ne pense pas. Autant la féminité, la décence, pour moi, ce sont des choses qui doivent se garder tout le temps et qui peuvent se garder d'ailleurs tout le temps, quelle que soit l'activité que l'on a. Autant l'élégance, pour moi, c'est à voir aussi selon les situations. Et donc, les baskets de ville, par exemple, les petites tennis, etc. Non, pour moi, c'est pas élégant en soi. Mais est-ce que vous les mettez, par exemple, si vous les mettez à la messe, je trouve ça un petit peu dommage. Si vous les mettez pour, je sais pas, pour une soirée ou dans un contexte professionnel, bon, c'est peut-être pas assez élégant par rapport à votre contexte professionnel. Par contre, si vous les mettez pour aller faire une balade avec des amis, pour être dans votre faire du jardinage, pour marcher en ville, aller au supermarché, bon, est-ce que, voilà, je ne trouve pas ça gênant, justement. Et donc ça dépend, est-ce que vous avez besoin d'être élégante à ce moment-là ou pas ? Ça rejoint un petit peu
je trouve le débat du jean, je dis pas le jean, le pantalon, parce que ça vous savez ce que j'en pense, mais la matière jean, par exemple une jupe en jean, est-ce que ça peut être élégant? Pour moi, une jupe en jean, enfin c'est pas pour moi, mais je pense que c'est assez objectif, une jupe en jean, quelle que soit la coupe, n'est pas élégante, parce que c'est pas une matière qui peut être élégante. Par contre, pareil, est-ce que si vous mettez une jupe en jean pour aller en randonnée, pour faire un pélé, pour pareil, pour jouer avec des amis au foot, ou j'en sais rien, bon, ça sera tout à fait adapté et il y aura pas de problème. Vous voyez, je pense qu'il faut voir l'élégance d'une autre façon. Et donc non, même si les petites tennis ce ne sont pas des chaussures spécialement élégantes, mais est-ce que vous avez besoin d'être élégante tout le temps? Là est la question. Ça n'empêche pas que ça peut être féminin, que ça peut être décent, etc. Donc voilà comment je répondrai à cette question sur l'élégance. Je prends vraiment les questions dans l'ordre, hein. Donc il y a du perso, il y a un peu de tout, vous m'excuserez, mais au moins ça fera un podcast assez varié. J'espère que vous arriverez à suivre quand même. J'essaye de ne pas trop m'attarder, de bien répondre, en même temps de pas forcément trop m'attarder pour avoir le temps de répondre à tout le monde. Alors on me demande là une question un peu plus personnelle, quel est ton deuxième travail? Alors c'est pas mon deuxième travail, c'est mon premier travail, à vrai dire, c'est mon devoir d'état, ça doit être ma priorité, c'est le métier pour lequel je suis payée, pour lequel j'ai une fiche de paye tous les mois et pour lequel je me suis engagée, je suis sous contrat avec cette entreprise, donc pour moi c'est vraiment mon premier travail, mon devoir d'état. C'est pas toujours facile parce que je vous avoue qu'évidemment ma passion c'est Femme à part, hein, clairement je l'ai dit, du coup je sais plus qui disait cette phrase, mais trouvez-vous une activité qui soit une passion et un métier qui soit une passion et vous n'aurez plus à travailler aucun jour de votre vie. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours et que voilà, c'est quand même beaucoup de travail Femme à part, mais c'est vrai que comme c'est une passion, je m'y mets volontiers. Il y a des jours c'est moins facile que d'autres, mais globalement 90% du temps j'aime énormément ce que je fais, même si c'est fatigant, même s'il y a du stress, même voilà. Mais par contre, donc c'est pas forcément facile justement par rapport à mon vrai métier entre guillemets, à ma première activité, c'est pas facile parce que dans ce métier-là, j'ai pas du tout autant la même passion. Enfin, j'aime mon travail, mais bon, rien à voir avec Femme à part. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est mon premier travail, c'est mon devoir d'état en tout cas comme j'aime à le dire, et c'est ce qui doit passer en premier. Et parfois c'est pas facile parce que par exemple si je suis en déplacement, si j'ai des journées un peu compliquées, etc. Parfois j'arrive pas à faire Femme à part en même temps, donc je fais vraiment le minimum. J'essaye toujours, comme je le disais, d'anticiper, de m'organiser, etc. Bon, parfois c'est pas facile, mais c'est comme ça, c'est la priorité. Et donc ce métier mon premier vrai métier, je travaille donc je l'avais dit, je crois déjà, dans le domaine du marketing, dans une entreprise qui est dans le médical. J'en avais parlé dans une chronique d'actualité notamment. Et je m'occupe surtout d'organiser des événements, donc des congrès, des salons, des visites d'usines, de nos sites de production, etc. Enfin pas mal de choses avec nos clients internationaux. En fait, je travaille à l'international, donc ça j'en suis très contente. Je crois que j'en avais parlé dans un article où je disais que je parlais 3 langues couramment, et c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier parce que ça me permet de mettre en pratique ces 3 langues, donc l'anglais, l'espagnol et le français. Bon, le français ça c'est normal, mais l'anglais et l'espagnol notamment, vraiment je travaille surtout en anglais. Et ça j'aime beaucoup, je parle anglais toute la journée, j'écris en anglais, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup, ça me plaît énormément. Et puis le côté organisation d'événements j'aime beaucoup aussi, même si en fait c'est vrai que une fois qu'on a justement Femme à part, une fois qu'on a trouvé un petit peu sa passion et ce qui nous motive au quotidien, et surtout maintenant avec Femme à part, je suis assez autonome, j'allais dire. Alors dans mon métier aussi, je suis assez autonome, mais ce que je veux dire par là, c'est que Femme à part, l'entreprise, c'est moi en fait. Donc c'est moi et moi entre guillemets. Bien sûr, j'ai de l'aide, j'ai du soutien, etc. Mais c'est vraiment moi qui vais prendre les décisions. Et bien sûr, je travaille aussi avec d'autres personnes, par exemple l'atelier de production, etc. Donc parfois ça peut coincer un peu parce que justement je n'ai pas la mainmise, je n'ai pas la maîtrise de tout ce qui se passe dans l'entreprise Femme à part, mais en tout cas pour tout ce qui est du quotidien, des décisions, des projets, etc.,
globalement, mais en fait je suis autonome, et alors que j'avoue dans mon métier parfois c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui prennent 4 ans, et la prise de décision, faut que ça passe par un tel, puis un tel, puis un tel, que ça soit validé, que chacun change d'avis 3 fois, etc. Ça c'est vraiment assez pénible, ce côté... c'est pas vraiment de la bureaucratie, mais bon, ce côté indécis, ce côté on recommence, on n'est pas sûr, on revient en arrière. Ah non, moi une fois que je prends une décision pour faire ma part, c'est bon, on avance, et voilà, je mûris ma décision, puis après c'est parti. Donc bon, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, mais effectivement j'ai toujours ce premier travail. Je suis obligée de le garder de toute façon, puisque vous avez bien compris que avec Femme à part, je ne gagne pas ma vie pour le moment. Déjà tout ce qui est blog, réseaux sociaux, chaîne YouTube, etc., ça c'est du travail de toute façon bénévole et qui ne me rapporte absolument pas d'argent. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a les petites commissions là sur Livres en famille notamment qui permettent par exemple de couvrir les frais d'envoi de la newsletter. YouTube également, ça me permet de couvrir certains frais de newsletter ou de nom de domaine, etc. Vous êtes plusieurs à me faire des dons et je vous en remercie. Il y a aussi la vente de livres, ça me fait quelques euros en plus. Mais pareil, ça couvre en fait les frais que m'occasionne Femme à part, tout simplement. Et puis pour la collection, c'est encore un petit peu jeune comme entreprise. Donc pour le moment, je ne peux pas me verser de salaire. Et donc il est évidemment nécessaire que je garde un métier. Mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir être flexible vis-à-vis de celui-ci, d'être en télétravail la plupart du temps. Donc c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre. Mais voilà, pour les détails sur mon premier vrai métier que j'exerce depuis maintenant un petit bout de temps. Alors, prochaine question, pareil, personnelle. Es-tu croyante de par ton éducation ou est-ce que c'est venu plus tard? Je suis croyante et pratiquante de par mon éducation et depuis mon plus jeune âge, et ça c'est grâce à mes parents bien sûr et à ma famille. C'est vrai que c'est super important. J'ai de la chance, je mesure ma chance parce que je sais que ça n'est pas facile forcément de se convertir, de prendre de nouvelles habitudes, de prendre un nouveau rythme, ne serait-ce qu'au niveau, je sais pas, des prières ou du fait d'aller à la messe tous les dimanches, etc. Quand on se convertit, c'est pas forcément évident de faire ces gros changements finalement, alors que quand on l'a eu depuis qu'on était tout petit, c'est vrai que voilà, on est habitué. Après le risque aussi, j'allais dire, c'est de justement trop s'habituer, trop se reposer un peu sur le train-train spirituel quotidien, donc c'est une foi qui est à renouveler chaque jour, j'allais dire, mais en tout cas oui, j'ai reçu la foi, baptisée toute petite, etc., et toujours été croyante et pratiquante depuis mon plus jeune âge. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas, ma propre idée m'a échappé, mais oui, non, et justement que la foi, ça se travaille au quotidien, et que même si je l'ai depuis que je suis toute petite, c'est vrai que après c'est quelque chose... c'est-à-dire quand on est petit, c'est un petit peu... Je vais pas dire qu'on nous l'impose, parce que je trouve que c'est un peu gros comme mot, mais voilà, on le fait parce que nos parents le font, on les suit, etc. Et après c'est quelque chose qu'on s'approprie finalement. Donc oui, en soi, je suis croyante depuis mon plus jeune âge, mais après, j'allais dire, c'est venu, je vais pas dire c'est venu, mais ça s'est approfondi au fur et à mesure du temps, et ça s'est confirmé, voilà, au fur et à mesure des années. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà, et ça rejoint un petit peu la question suivante. Ah oui, quelle a été votre révélation pour devenir catholique dans une société telle que la nôtre? Donc, il n'y a pas vraiment eu de révélation, puisque comme je viens de le dire, je suis croyante et pratiquante depuis toute petite. Ceci dit, ça m'occasionne une réflexion. C'est que tous les cheminements que j'ai faits dans ma vie, par rapport à la foi, etc., certains choix, etc., en fait, parfois il y a des choix qui sont difficiles à prendre, surtout dans la société dans laquelle on vit. On peut être complètement perdu, il y a tout qui part un peu en cacahuète et on ne sait pas trop comment se positionner. Il y a certaines choses qui sont difficiles difficile un peu à cerner, où tout est tellement flou, même la situation de l'église aussi, il y a des choses pas faciles. Et en fait, ce que j'ai expérimenté pour ma part, c'est qu'en fait, on peut avoir des grosses périodes, justement, on ne sait pas quoi choisir, comment faire, etc. Par contre, une fois que la décision est prise, après avoir prié, après avoir pris conseil, etc., et en fait, on se sent très en paix.
Et même si c'est une décision qui va à l'encontre de 90% des gens dans la population, mais en fait on se sent tellement en paix que peu importe. Et donc cette question par rapport à comment être catholique un peu dans notre société actuelle, mais c'est un peu la même chose que comment être féminine, élégante et décente dans le monde actuel. Au début c'était pas forcément facile, je sais que j'ai eu pas mal d'hésitations, pas vraiment d'hésitation, mais vous voyez, j'étais peut-être pas encore fortifiée là-dedans. Et en fait, une fois qu'on a vraiment pris la décision et qu'on est convaincu et qu'on a fait le cheminement intellectuel et même spirituel, quoi, que notre cœur suit, parce que parfois on adhère à une idée ou à des principes de modestie ou autre, on y adhère intellectuellement, et puis la mise en pratique ne suit pas forcément, quoi. Il faut aussi l'élan du cœur un peu derrière. Mais par contre, une fois qu'on a cet élan du cœur, eh bien, je trouve que plus rien ne peut nous arrêter. L'opinion du monde importe peu. Et en fait, on est tellement convaincus, tellement en paix. Et je trouve qu'en fait, c'est très libérateur. On est tellement libérés. Parce que la vérité vous rendra libre, en fait. Et que ce soit par rapport à la religion ou à la tenue vestimentaire. Et ben moi, je sais que c'est des choses... Une fois que j'avais vraiment 100% adhéré et que le cœur y était, l'intelligence y était, en fait, vraiment, je prie évidemment tous les jours pour persévérer, hein, que ce soit dans la foi, dans la modestie, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'en fait, on se sent tellement libre, tellement en paix et tellement droit dans ses bottes. Et en fait, on sent qu'on est sur la bonne voie. Mais je trouve que c'est très encourageant. Et que ça nous aide à persévérer tout simplement. Bien sûr, il faut aussi la grâce de Dieu, hein. Je ne dis pas, je vais pas être présomptueuse, mais en tout cas voilà, pour répondre à cette question sur un peu comment être catholique comment c'est possible finalement de devenir catholique dans la société actuelle, au contraire c'est tout à fait possible, et c'est tellement la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser dans notre vie que je trouve que c'est plutôt une évidence et que ça ne peut que nous soutenir justement dans cette société de fous, et ça peut nous aider à y trouver un sens, tout simplement. Il y a une question également sur comment être une jeune fille catholique. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans certains articles, ça rejoint un petit peu, je me rendais pas compte, mais ça rejoint finalement un peu certaines choses que j'ai dites. Je pense qu'il faut être droit dans ses baskets, faut pas chercher à plaire au monde en fait, il faut chercher à... Le monde n'a plus aucun repère, donc faut pas prendre le monde comme repère finalement. Donc essayer de se dire que c'est normal d'être différente finalement, que ce n'est pas mauvais en soi, que ce n'est pas orgueilleux ou c'est pas vaniteux de se dire je veux être différente pour être différente, c'est pas le principe. Mais de se dire que voilà, quand on voit l'état délabré de la société, mais c'est plutôt une gloire, enfin c'est plutôt une joie d'être, de ne pas être comme la société, de ne pas faire comme tout le monde, tout simplement. Donc je dirais peut-être pour répondre rapidement qu'il faut pas avoir peur d'être différente et ne pas se conformer au monde, tout simplement. Ça n'empêche pas de vivre très très bien dans la société actuelle en étant pleinement dans le monde et être dans le monde sans être du monde en fait, hein, comme disait Saint Jean. Donc sans se compromettre, mais tout en étant, sans s'isoler non plus et tout en vivant très bien intégré à la société, mais en gardant aussi ses distances pour ne pas se laisser contaminer. J'en avais parlé dans une chronique d'actualité, je crois, mais il y a certains certains comptes Instagram notamment de femmes catholiques que je suis, et parfois je me dis mais en fait il n'y a aucune différence entre ce compte-là de cette fille catholique et le compte d'une autre fille pas du tout catholique que je suis également. Il n'y a aucune différence dans la tenue vestimentaire, dans l'attitude, dans les sujets abordés. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, après, il ne faut pas se dire je veux être différent, juste pour me démarquer. Mais je pense qu'en fait, la société est tellement dégénérée qu'en fait, a priori, si on se démarque forcément si on est vraiment catholique et faut pas, et vraiment féminine notamment. Il ne faut pas avoir peur du tout d'être différente, même si c'est pas forcément facile, mais pareil, le sujet a déjà été abordé assez souvent dans les podcasts et surtout dans les témoignages qui sont sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Encore une question par rapport aux critiques, et après il y aura encore une dernière question, je pense qu'on aura le temps. Comment je fais pour gérer les critiques? Alors j'en parlais au début, c'est vrai que autant les compliments peuvent nous booster à fond et nous redonner de l'énergie et du courage pour longtemps, autant les critiques, j'avoue que c'est pas tous les jours facile, ça dépend un peu aussi, je pense, de mon niveau de fatigue, d'humeur, etc. J'en avais fait un podcast d'ailleurs. Si vous voulez rigoler 2 minutes, vous pouvez aller l'écouter. Je vous le mettrai en barre d'infos. Un podcast où je réponds aux pires critiques ou aux critiques les plus idiotes que j'ai déjà reçues. Vaut mieux le prendre avec humour.
Donc comme je le disais, pas toujours facile à encaisser parce qu'en fait ça dépend vraiment déjà de l'humeur, pardon, de l'humeur, de l'état dans lequel je suis, etc. Bon, si je suis hyper fatiguée, que je viens de tout donner, que j'ai passé, je sais pas, que j'ai passé 3 à 4 heures de ma soirée, de mon week-end, à me lever tôt, à faire plein de choses pour Femme à part, à vous donner tout ce que j'ai, tout mon temps, toute mon énergie, pour entendre ensuite quelqu'un qui très facilement derrière son ordinateur émet des critiques, franchement c'est pas toujours agréable, mais bon, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde. Ceci dit, parfois ça peut être quand même constructif, soit parce que la critique en elle-même est constructive et m'apprend des choses ou m'aide à affiner certaines choses, soit parce que la critique n'est pas du tout constructive, mais ça m'apprend des choses sur moi-même, sur ma façon de réagir, sur le fait de se maîtriser, sur le fait de se blinder aussi et de ne pas tout écouter tout le temps. Ce qui m'insupporte assez, c'est les critiques gratuites et surtout l'impolitesse en fait de certaines critiques, parce que je me dis si la personne était en face de moi, elle n'oserait probablement pas me dire ces choses-là en fait, donc voilà, ça c'est une chose. Ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ça m'apprend aussi à ne pas forcément tout interpréter, ça c'est un travers assez féminin, et par écrit je trouve ça encore plus compliqué. C'est vrai que certaines personnes écrivent des choses de façon peut-être un petit peu abrupte, ou que moi je vais interpréter un peu négativement, alors que voilà, c'est par écrit, donc la personne n'a pas forcément pu mettre toutes les formes, ou on n'a pas le ton de la personne. Je suis sûre que si la personne me disait ça en face, je pense qu'il y a certaines paroles que je prendrais pas du tout mal, parce que voilà, j'aurais la personne en face de moi et je verrais bien avec son comportement, le langage non verbal, etc. Bon bah on peut déceler beaucoup plus de choses, alors que par écrit c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, de me blinder aussi, de ne pas forcément répondre à tout le monde, d'aussi être capable de supprimer certaines choses plutôt que de me prendre la tête avec. Je sais qu'il y en a après, parfois j'ai des échos par d'autres personnes qui sont un peu déçues ou vexées parce que j'ai supprimé des messages ou parce que j'ai répondu de façon un peu sèche ou je ne sais quoi. Donc déjà je m'excuse si je vous présente mes excuses si ça a déjà été le cas pour vous. Mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit un certain nombre de commentaires, de méchanceté, de critiques, etc. ou d'impolitesse par jour, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est peut-être mal tombé sur vous, mais c'est vrai que du coup, je suis peut-être un peu plus radicale, entre guillemets, dans mon tri, et voilà, si je suis de bonne humeur, que je suis pas fatiguée, que tout va bien, que j'ai du temps, et puis que c'est la première critique de la journée, bon bah soit je vais pas répondre, soit je vais répondre gentiment, enfin il n'y a pas de souci, je prends sur moi et puis je prends complètement de la hauteur et ça passe. Si c'est un jour où j'ai tout le monde qui m'est tombé dessus de façon désagréable, les difficultés se sont accumulées et je suis fatiguée, bon bah là forcément je vais être un peu plus intransigeante quant à la façon dont je vais traiter la critique ou le commentaire ou autre, donc ne vous vexez pas. Je sais que j'ai des personnes qui prennent ma défense en disant non mais t'inquiète pas, Thérèse elle est pas comme ça, je suis sûre qu'elle a pas voulu te vexer en te disant ça, etc. Bon, je réponds pas méchamment en soi, mais je pense que parfois il y en a qui le prennent mal aussi, donc voilà, c'est pas toujours évident à gérer ces critiques, mais bon, c'est la contrepartie, j'allais dire, des réseaux sociaux. Moi, ça m'effraie quand même parce que dans un milieu, faudrait que je vous fasse un florilège encore des choses que je reçois, mais c'est autant les grosses critiques des féministes, bon, je m'en fiche un peu, enfin voilà, ça c'est vraiment pas important. Autant, mais je me dis, mais on est quand même dans un milieu où la plupart d'entre vous, vous êtes catholiques, bien élevés, vous avez des bonnes idées, etc. Enfin, j'ai quand même une super communauté, et je me dis, mais même dans ce genre de communauté, il y a vraiment des gens qui sont très très impolis, quoi. Donc ça, parfois ça m'estomaque un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet des critiques, mais bon, en tout cas, sachez que si je vous ai répondu de façon un peu abrupte, j'en suis désolée. Mais n'hésitez pas d'ailleurs dans ces moments-là à m'écrire des mails, ou si vous avez des sujets vraiment à voir importants, n'hésitez pas à le faire par mail et en privé plutôt que sur les réseaux sociaux où je vais être un peu noyée dans tout ce que je reçois. Voilà, et dernière question pour
pour clôturer ce petit podcast, question par rapport à la collection, où ça en est et comment ça avance. Alors normalement au moment où vous écouterez, enfin en tout cas où je publierai ce podcast, vous aurez déjà la date de lancement qui sera annoncée, donc je vous laisse regarder sur le compte de la collection ou la newsletter également pour relire les dernières newsletters pour savoir quand est-ce que sort la collection, mais en tout cas ça sera incessamment sous peu évidemment au moment où vous entendrez où vous écouterez ce podcast. Ça se présente plutôt bien, j'essaye vraiment à chaque fois d'écouter vos retours, vos remarques pour essayer d'améliorer à chaque fois les modèles, soit les modèles existants, les améliorer, ou alors de façon générale prendre en compte vos remarques pour, je sais pas, faire plus d'imprimés par exemple, c'est ce que vous m'aviez demandé l'été dernier, de faire certaines formes, etc., ou certains tissus que vous me demandez, donc j'essaye de prendre en compte au maximum, et comme je le disais au début du podcast, j'anticipe aussi d'une collection à une autre pour essayer de sortir ça le plus tôt possible. C'est vrai que cet été j'aurais dû sortir la collection un mois plus tôt, finalement moi j'étais prête, mais c'est vraiment l'atelier qui a pris énormément de retard. Donc voilà, ça fait partie des choses que je ne maîtrise pas, mais c'est ainsi, et puis c'est pas grave, il faut aussi apprendre à se détacher, et je fais de mon mieux. Ça n'est pas mon occupation principale, j'allais dire, donc je fais de mon mieux et puis on verra bien pour la suite. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Désolée pour les personnes qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre par manque de temps. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire tout simplement. J'espère que ce podcast vous a plu. Je fais pas très souvent des choses personnelles comme ça, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je sais qu'il y a une personne récemment qui m'a dit que c'était intéressant d'avoir mes retours d'expérience ou un peu ce que j'ai pu vivre dans telle ou telle situation, mon histoire, parce que ça vous aidait et ça vous permettait de voir les choses un peu sous un autre angle et d'avoir un peu des cas pratiques entre guillemets par rapport à tous les sujets que j'aborde sur la chaîne. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce podcast vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.